Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Ça fait un bail, hein, franchement, ça fait super longtemps que je suis pas revenue en vidéo. J'en pouvais plus, c'était la flemme. Bref, alors je reviens avec vous avec un petit vlog puisqu'il y a 2 semaines, j'ai terminé le premier jet de mon second roman. Génial. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une petite vidéo sur comment ça s'est passé, comment c'était différent par rapport à l'expérience du premier. Donc c'est vraiment un vlog de retour d'expérience que je vous propose aujourd'hui. J'ai posé une petite question justement sur mes comptes Instagram, donc ce soit mon compte Instagram d'écriture et de booktube et celui autour du dessin. J'ai posé exactement la même question, savoir si une vidéo comme celle-ci pouvait vous intéresser et si vous aviez des questions justement pour ceux et celles qui avaient un petit peu suivi l'écriture de ce deuxième roman, et j'en ai quelques-unes, donc je vais en profiter pour y répondre. Donc je vais un petit peu raconter comment ça s'est passé, comment c'était différent, comment je m'y suis prise par rapport à ce que j'avais appris pendant l'écriture du premier roman, au niveau de la préparation, au niveau de l'écriture, au niveau des logiciels que j'utilise, comment j'ai justement mixé plus de choses peut-être, comment j'ai réussi à trouver des astuces pour quand j'étais coincée, comment je m'en suis sortie pour justement me remettre un petit peu le pied à l'étrier. Bref, donc petit point contexte, là je viens de terminer donc le premier jet de mon deuxième roman que j'ai appelé L'Oiseau de Feu. On verra si c'est un titre de travail ou si c'est un titre plus définitif. Donc le tout premier roman, donc c'était un premier roman d'une saga de fantasy, et pour ce deuxième projet, j'avais vraiment envie de faire autre chose. J'ai pas embrayé sur le tome 2, si vous voulez, de ma saga, donc Versipellis. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu écrire un one-shot, déjà pour me prouver que je pouvais écrire autre chose que Versipellis, parce que j'avais passé littéralement des décennies sur Versipellis. Et je voulais, me prouver que j'avais appris plein de choses sur l'écriture donc de ce premier roman, et que je voulais mettre en application ce que j'avais appris, ce que j'avais découvert sur moi aussi, sur mon fonctionnement, sur l'utilisation des logiciels, etc. Et c'est ce que j'ai fait donc en écrivant ce deuxième roman, donc que j'ai appelé L'Oiseau de Feu, qui n'a absolument rien à voir, ça se passe pas du tout dans le même univers. C'est un roman young adulte plutôt, qui se passe dans une uchronie, donc dans un Paris du 19e siècle, fin 19e siècle, donc rien à voir du tout. Et donc comme je disais, c'est un one shot, c'est-à-dire que c'est un livre qui se tient dans un seul tome. Et mon but, non avoué / avoué, c'était que je savais très bien que Versipellis, qui est quand même mon projet de cœur, on va dire, et que je sais qu'un jour je finirai par écrire d'une manière ou d'une autre, je savais que cette saga serait impossible à vendre, ou quasiment impossible à vendre, si je n'avais pas en fait publié quelque chose avant. Dans le sens où je sais très bien que le marché du livre en ce moment est très 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 frileux par rapport aux primo-écrivains qui se lancent comme ça dans des sagas de fantasy, surtout quand ils n'ont pas forcément réussi à finir un premier roman, ce que je peux comprendre. Et je me suis dit que justement c'était le moment de faire une espèce de petit défi comme ça, d'écrire un roman qui se tient tout seul et qui serait du coup plus facile à placer dans des maisons d'édition qu'une grosse saga de fantasy de 4 tomes. Et je me suis dit forcément que ce que j'avais appris en écrivant le premier tome de Versipellis allait me servir à écrire donc ce tome unique de L'Oiseau de Feu, et ça a été plutôt le cas. Alors il n'y a pas uniquement l'écriture de Versipellis en tant que telle qui m'a aidé, il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'ai fait en parallèle qui m'ont aidé. Alors pour essayer de remettre tout ça dans une timeline à peu près correcte, Versipellis c'est un projet qui m'a pris littéralement plusieurs décennies. J'ai commencé à avoir les premières idées de cette histoire de fantasy en 2001, donc il y a très très longtemps, mais je l'ai laissé un petit peu vivoter au fond de la tête, etc. J'ai dessiné les personnages pendant mes études, et j'ai vraiment repris l'écriture de manière vraiment sérieuse à partir de 2012-2013. J'avais terminé le premier jet en 2017, et j'ai terminé la fin des corrections. Donc fin 2020, c'était même à Noël 2020 que j'avais terminé, et j'avais commencé à le soumettre aux maisons d'édition en 2021. Et en fait, ce deuxième roman, donc L'Oiseau de Feu, je l'ai commencé, c'était juste avant le premier confinement, donc le tout début de la pandémie. Les choses se sont faites un petit peu différemment, puisque j'avais commencé donc juste avant le confinement évidemment, dans un petit salon de thé à côté de chez moi. J'avais emmené mon carnet, tout ça, et puis à commencer à brainstormer sur des idées qui me popaient comme ça. À la base, pour être honnête, ce que je voulais faire, c'était reprendre une nouvelle que j'avais écrite, je sais même plus quand est-ce que c'était, en 2015, quelque chose comme ça, 2016, que j'avais présenté donc à un AT, un appel à texte. C'était une nouvelle steampunk qui n'avait pas été
retenue et je l'aimais bien. Je trouvais qu'elle a ses défauts clairement, mais il y avait un thème que j'aimais bien et je me suis dit ça pourrait être sympa de faire justement un petit roman à partir de ça. Au final ça n'a pas du tout été ça, je vous rassure, mais ça a été une des idées sur lesquelles j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à réfléchir, à brainstormer, et cette idée c'est un petit peu tout doucement déviée. Et en fait une fois que justement en faisant du brainstorming, en ayant des idées, il y avait comme ça une petite idée qui me trottait dans la tête. Je voulais quelque chose de léger, je voulais quelque chose de plus aventureux, je voulais vraiment un truc avec surtout des personnages féminins, personnage principal. Je voulais donc que ce soit comme ça dans un fin 19e siècle un peu uchronique. Donc j'avais des idées comme ça de setting, d'environnement, de temporalité, etc. Sans forcément avoir une idée très très claire des personnages, vraiment. Mais j'avais des envies un peu pêle-mêle comme ça, et je voulais voir un petit peu comment les greffer les uns aux autres. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, comme quoi des fois c'est des coïncidences qui s'ajoutent là comme ça. Et en fait à ce moment-là, donc au début du confinement, il y a Cécile Duquesne que vous pouvez suivre sur internet, qui avait sorti son école d'écriture, donc qui propose des formations payantes, et qui proposait donc comme c'était le début du confinement, elle proposait sa première formation gratuite. C'était écrire son premier roman jusqu'au bout. Et je me suis dit, bah, ça tombe bien. Je l'ai prise, donc était gratuite, j'en ai profité. Ce qu'elle propose comme formation, ce sont des formations de type audio. Donc vous avez comme ça plusieurs modules audio que vous écoutez au fur et à mesure. Vous pouvez faire des pauses entre les modules ou pendant les modules pour justement faire les exercices dont elle parle. Il y a des documents en annexe donc qui vous sont disponibles dans la formation. Et en fait, elle a plein, depuis, hein, elle en a fait beaucoup plus de formations que j'ai achetées entre temps. D'autres qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont ciblées par exemple sur l'écriture de personnages, qui sont ciblées sur la réécriture, sur la conception d'intrigues, sur plein de choses, enfin sur vraiment plein de choses. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Et je me suis dit, bon bah voilà, vu que l'écriture de Versipellis avait été assez chaotique, parce que je ne connaissais rien à l'écriture, pour être honnête, à l'époque. J'avais besoin peut-être d'un petit peu plus de structure. Je me découvrais architecte, alors je me pensais jardinière au début, ce qui m'a vraiment pas du tout marché pour moi, en tout cas d'être jardinière. J'avais besoin de cadre, j'avais besoin de choses peut-être plus scolaires, on va dire, plus cadrées, en tout cas plus structurées. Et donc dans cette formation, elle proposait donc de suivre comme ça, pas à pas, donc pour mettre en place une idée, pour travailler les personnages. En fait, ce qui était super intéressant, c'est que donc ça correspondait aussi à ce que j'avais lu entre temps. Pendant que j'écrivais Versipellis, pendant que j'étais bien avancée dans l'écriture, j'ai découvert la méthode Flocon, qui pour le coup m'intéressait beaucoup, mais je ne pouvais pas forcément l'appliquer à Versipellis puisque j'étais vraiment déjà dans l'écriture du roman, donc ça servait à rien de l'utiliser. J'avais très envie justement de l'appliquer à un nouveau projet, et il s'est avéré que justement les techniques que proposait Cécile Duquesne sont assez proches, même très proches de la méthode Flocon. Et en fait, ce qui fait que j'ai suivi du coup la méthode Flocon et ce que proposait Cécile Duquesne pas à pas, donc pour développer l'idée autour des personnages, l'idée autour du thème de base, etc. Et ça m'a vraiment aidé à construire mes persos, à construire mon intrigue, à construire autour des personnages et autour de justement de ce qui de leurs soucis à elle, on va dire. Et ça a été un premier game changer. Il y a eu beaucoup de game changers dans l'écriture de ce deuxième roman. Pour la faire très vite, la méthode Flocon, dans ce que propose aussi Cécile Duquesne, c'est vraiment une méthode assez organique. On part vraiment du plus petit atome et ensuite on va travailler de manière concentrique à essayer comme ça d'élargir le champ, d'élargir les personnages, de voir un petit peu quels seraient donc les personnages qui ont le plus à dire sur notre idée de base, quels seraient les antagonistes, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement les fiches de personnages. C'est que donc toute la partie description physique, etc. est assez élémentaire. J'avais des fiches de personnages beaucoup plus complexes et beaucoup plus complètes avant, et je m'étais un petit peu perdue dedans, et c'est intéressant, mais en fait on se rend compte qu'on n'utilise pas quasi pas la moitié de ce qu'on a écrit dedans. Et là, j'ai trouvé ces fiches de personnages beaucoup plus concises, beaucoup plus, straight to the point, genre, allez, on va vraiment au plus important, qui aussi correspondait à ce que j'avais lu, donc, soit dans la méthode Flocon, par rapport aussi à ce que Abby Emmons proposait sur sa chaîne YouTube, que je vous conseille aussi d'aller voir parce qu'elle avait aussi de très bons conseils. C'est aussi ce que j'avais lu dans John Truby, c'est d'essayer de creuser les personnages non pas par à quoi ils ressemblent, machin, même si ça c'est important, mais surtout par rapport à leur construction
psychologique et leur construction, voilà, ce sont des personnages qui sont dans une situation A et qui vont aller vers une situation B ou A', enfin voilà, ils partent d'un point de départ, ils vont à un point d'arrivée, et il faut essayer de déterminer leur état psychologique. Et ça, justement, c'était quelque chose que j'avais pas forcément fait en conscience sur Versipédiste, et que j'ai fait là, justement, en conscience sur celui-ci. Donc à travailler les faiblesses du personnage, ses besoins, ses désirs, comment est-ce qu'elle commence, puisqu'en l'occurrence ce sont des personnages féminins, comment est-ce qu'elle termine. Même si, pour être honnête, là, ce que j'avais prévu pour elle au début de cette préparation, au final, une fois là que j'ai terminé le premier jet, il va falloir que je remette un petit peu les potards, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément exactement comme j'avais prévu. Mais voilà, je m'y suis prise vraiment un peu différemment, et je trouve que les fiches perso que propose Cécile Duquesne sont beaucoup plus concises, beaucoup plus tournées vers en fait ce qui va vraiment vous servir dans l'écriture. Alors ce qui était aussi super intéressant dans cette technique-là, dans cette méthode-là, donc de Cécile Duquesne / la méthode Flocon, c'est que donc une fois qu'on a créé nos personnages, qu'on a déjà une meilleure vision de ce qu'ils font, ça c'est la première fois que je l'ai fait, c'est que en fait j'ai créé un synopsis par personnage. C'est-à-dire que j'ai fait l'histoire de ce qui se passe pour chacun des personnages, pour chacun de leur point de vue en fait, y compris l'antagoniste. Donc j'en ai fait quelque chose comme 4 ou 5 faciles de synopsis, donc en fait raconter l'histoire par les yeux de chaque perso, qu'est-ce qui leur arrive exactement à chacun, en sachant que bah forcément, ce qui va arriver pour l'antagoniste, ça va se lier, ça va faire comme une feuille où ça va se mettre un peu en quinconce avec ce que font les protagonistes, etc. Et c'était super intéressant, c'est quelque chose que j'avais jamais forcément pensé à faire, pour être honnête, avant. Et ça m'a énormément aidé justement ensuite pour la suite à préparer justement les intrigues, les synopsis, etc. Ça m'a énormément aidé à faire cette espèce d'entrelacement de personnages et de points de vue comme ça pour les chapitres. Pour le chapitrage, ça m'a énormément aidé. Si vous voulez, c'est un petit peu comme vous voyez dans les 2 tours où on a en fait de manière parallèle, on suit trois groupes de personnages, on suit Frodon et Sam, on suit Aragorn, Legolas et Gimli, et de l'autre côté on suit Merry et Pippin. Et en fait, c'est comme si vous aviez 3 histoires, 3 synopsis de ce qui se passe de manière parallèle. Ça, c'est un petit peu le même principe si vous voulez, et ça vous permet du coup de savoir par exemple ce que fait votre antagoniste pendant que les protagonistes font autre chose. Et c'est aussi ce qui m'a énormément aidé par la suite, donc une fois que j'ai fait tous ces synopsis en parallèle, à remplir Ion Timeline. Alors Ion Timeline a été un outil vraiment super important pour moi dans mon processus, puisque ça a été, avec ces synopsis que j'ai écrits vraiment de manière détaillée pour chacun des personnages, ça m'a aidé du coup à avoir des événements que j'allais rentrer dans Ion Timeline, donc événement par événement, et avoir aussi des repères temporels beaucoup plus précis. Et aussi de se rendre compte que peut-être ce qu'on avait prévu dans chacun des synopsis, des fois, ça marchait pas forcément bien au niveau justement de quand est-ce que ça se passait, à quelle heure, etc. Parce que en fait, ce personnage-là, c'est pas logique qu'il réagisse aussi tard ou aussi rapidement, et ça permet de réajuster les synopsis. Je les mettais dans Ion Timeline, et quand je changeais de truc dans Ion Timeline, je remodifiais les synopsis. Donc il y a eu des jeux comme ça de va-et-vient assez réguliers. En tout cas, j'ai vraiment incorporé Ion Timeline au sein de mon processus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un logiciel qui permet de faire des chronologies extrêmement poussées. J'en ai fait une vidéo que je pourrais vous mettre quelque part par là, dans la description. En tout cas, moi, ça s'est vraiment incorporé dans mon processus de création de romans. Je pense pas que je pourrais m'en passer maintenant, parce que ça m'aide justement à savoir quel âge exactement ont les personnages par rapport aux autres, qui est là, qui n'est pas là, qui est témoin, qui est protagoniste, etc. On peut vraiment savoir à la minute près à quel moment se passent les choses, et c'est super utile. Comme dans mon roman, on a quasiment une enquête policière, j'avais vraiment besoin de savoir à quel moment apparaissaient les choses et d'être très précise de quelle date ça se passe, à quelle heure ça se passe, etc. Donc ça m'a énormément aidé. Et alors pour vous donner aussi une petite idée un petit peu de l'efficacité en tout cas que ça a eu pour moi, c'est que donc comme je vous disais, j'ai commencé à travailler, donc le premier brainstorming comme je vous disais c'était juste avant le premier confinement. J'ai commencé à travailler donc la méthode Flocon, etc. Pendant le nano avril, et encore j'ai même pas travaillé en entier sur l'oiseau de feu, puisque j'avais commencé à écrire une nouvelle pour un appel à texte pour le Paris des Merveilles, auquel j'ai pas été retenue, mais en tout cas j'ai commencé, donc j'ai bien travaillé 15 jours là-dessus, et j'ai été prête à commencer mon premier jet
au nano juillet. Donc ça veut dire en 3 mois, j'avais réussi à faire toute la pré-production, enfin toute la préparation de mon roman et être prête à écrire. J'avais mon synopsis général, etc. J'étais prête à écrire au mois de juillet. Donc en 3 mois, ça n'était jamais arrivé quoi. Pour Versipelis, j'ai mis des années littéralement à être ok pour écrire, à avoir une structure à peu près correcte. Alors donc ça c'était la préparation. Maintenant je vais passer à l'écriture. Alors en ce qui concerne l'écriture, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'écriture de Versipelis et d'autres qui ont pas changé clairement. Scrivener reste mon logiciel principal pour l'écriture, mais j'ai dû en fait utiliser aussi d'autres logiciels parce que faire tout dans Scrivener c'était pas possible tout simplement. Dans Scrivener c'est vraiment l'endroit où j'ai commencé ce roman, où il a été fait de fond en comble, mais j'ai eu besoin notamment de Google Doc puisque la moitié du temps je ne pouvais pas écrire de chez moi, donc j'ai dû travailler sur Google Doc puisque je n'avais pas Scrivener donc sur ce deuxième PC. Et il y a aussi le fait que entre temps j'ai découvert le site le logiciel Notion qui petit à petit a pris de plus en plus de place dans la préparation de mon roman et là maintenant que j'ai terminé l'oiseau de feu, je suis en train de retravailler sur Versipelis et là il prend toute sa place clairement. C'est devenu mon deuxième cerveau en matière d'écriture. À l'époque, quand j'ai découvert Notion, j'ai carrément abandonné mon bullet journal pour vraiment en fait faire ça dans Notion et c'est devenu un logiciel / site vraiment incontournable pour moi et je trouve que en tout cas pour les écrivains, pour les créateurs de contenu sur YouTube, etc. et donc les écrivains sur tous ceux qui font du dessin, etc. c'est vraiment un logiciel qui change tout et franchement je me tape de vous faire une vidéo justement à comment est-ce que vous pourriez créer un espace donc pour votre écriture, pour vous montrer un petit peu comment moi je m'y prends parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Pour moi Notion est devenu aussi incontournable que Scrivener au final. En fait la seule chose dans Notion c'est qu'on ne peut pas forcément écrire aussi bien que dans Scrivener, mais l'avantage c'est que Notion est disponible sur à peu près toutes les plateformes, n'importe quel ordinateur du moment que vous avez connexion internet, ce qui n'est pas forcément le cas des fois pour Scrivener. Revenons à nos moutons pour l'écriture de l'oiseau de feu. Donc j'ai utilisé comme je vous disais surtout donc Scrivener et Google Doc vraiment pour les traitements de texte et pour tout ce qui est un petit peu organisation et autres, j'ai utilisé donc Notion et aussi l'application Forest qui est une application qui sert à l'écriture mais pas que. C'est un peu une méthode Pomodoro si vous voulez, à essayer de vous focus, de vous concentrer sur un temps donné à une tâche. Alors ça peut être l'écriture, ça peut être le travail, ça peut être autre chose, mais c'est quelque chose où vous allez déterminer combien de temps vous allez vous concentrer. Et comme son nom l'indique, en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une petite application que vous pouvez installer du coup sur votre portable. C'est donc un espace de concentration que vous pouvez faire tout seul ou à plusieurs, et en fait vous avez comme des récompenses un peu comme ça psychologiques où vous plantez des arbres. Ce sont des arbres virtuels, vous pouvez comme ça créer votre petite forêt, mais voilà il y a ce côté un peu Pomodoro où vous pouvez déterminer, voilà, vous concentrez 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, etc. Donc ça c'est une application que j'ai vraiment beaucoup utilisée. Alors ce qui a aussi été très différent pour moi et qui a été aussi un problème à résoudre clairement, ça a été en fait on va dire la temporalité et mon temps d'écriture pendant ce roman, parce que j'ai commencé à écrire l'oiseau de feu, j'étais au chômage à l'époque, donc j'avais beaucoup plus de temps pour m'y consacrer. Je pense qu'à ce moment-là, j'écrivais quasiment tous les matins et je dessinais l'après-midi. Donc ça c'était en 2020 et comme j'ai recommencé à travailler en février 2021, il a fallu du coup incorporer là-dedans l'écriture à côté de mon job à temps plein, en sachant que j'ai commencé en télétravail puisqu'on était encore en tout le Covid machin tout ça. Et donc j'ai travaillé de février jusqu'au mois de juin en télétravail, donc en full chez moi. Donc là c'était plus facile justement à jongler, à incorporer une séance d'écriture, que ce soit le matin ou juste après manger ou le soir après avoir travaillé. Donc de pouvoir en fait organiser mon temps de travail autour du temps d'écriture et de pouvoir l'incorporer en fait souvent au moment où j'étais le plus inspirée, le plus motivée. Et des fois ça changeait, des fois c'était le matin, des fois c'était après-midi, des fois c'était le soir après avoir travaillé si je finissais tôt. Et en fait le truc ça a été justement d'essayer de me réorganiser à partir du moment où j'ai recommencé à travailler sur le site, en sachant que mon travail est à 60 bornes de chez moi, je mets souvent 1 heure, voire 1 heure et demie des fois pour y être, ce qui veut dire que ça a changé complètement l'organisation d'écriture.
je ne pouvais pas écrire le soir parce que j'étais juste trop fatiguée. Et donc ça a été la question de comment est-ce que j'arrive à continuer à avoir une régularité. Bah justement, avec toutes ces obligations, j'ai essayé d'écrire le matin et j'étais tellement défoncée, j'arrivais pas, j'écrivais 100 mots, 50 mots et puis il fallait partir travailler quoi. Et quand je revenais à 18-19h, bah, j'étais juste défoncée. Des fois, j'allais me coucher à 20h30 tellement j'étais fatiguée. Et voilà, donc j'arrivais pas forcément à trouver l'équilibre, à trouver le bon moment pour écrire. Et il y a des choses qui ont été aussi des game changers. Je pense que c'est le mot de cette vidéo, les game changers. Déjà, ça a été ça. Je me suis acheté un iPad. J'ai pas acheté Scrivener pour iPad tout de suite, ce qui a peut-être été une grosse erreur. Mais l'iPad m'a énormément aidé et pas tout seul, puisque en fait, ce qui a aussi été un deuxième game changer, c'est ça. Je me suis acheté un petit clavier, donc en Bluetooth, qui marche avec l'iPad. Et ça m'a permis de redevenir un petit peu nomade et de pouvoir du coup emmener ce nouveau laptop si vous voulez et de pouvoir écrire vraiment de manière plus libre. Parce que jusqu'à maintenant j'étais vraiment en fait liée à mon PC fixe du travail, puisque j'ai fini par écrire en fait au travail, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver justement un moment d'écriture pendant mes pauses, pendant mes breaks, etc. à essayer de me focus pendant 30 minutes pour écrire juste pendant 30 minutes. Et c'est comme ça que justement j'ai réussi à retrouver une certaine régularité et un certain rythme, voilà, où j'avançais petit à petit, j'avançais pas beaucoup mais j'avançais vraiment régulièrement. Donc j'étais liée à mon PC fixe ici à la maison et au PC fixe de mon travail. Donc c'était pas facile en fait parce que quand on est à la maison, on a souvent plein de trucs à faire, on a la lessive à aller étendre, on a à faire la vaisselle, on a à faire ceci, faire cela, et au final on a toujours autre chose à faire que d'écrire. Et ça a été très très chiant. Ce qui a aussi été un troisième ou quatrième game changer, donc comme je vous disais, c'est ce que le ricochet de ce truc-là et de mon iPad, c'est qu'à partir du mois de juillet, donc là, ce mois de juillet 2022, j'ai utilisé ce clavier et l'iPad pour aller écrire dehors. Je me suis octroyé un petit moment à moi le dimanche matin, à aller dans un salon de thé qui est pas très loin de chez moi, et de me bloquer 2 heures le dimanche matin avec un bon chocolat chaud, une bonne crêpe, des bonnes gaufres, etc. Et ça a été un truc qui a été... je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant en fait. Alors certes ça coûte des sous puisque vous consommez sur place, hein, même si voilà, mais vous avez rendez-vous avec vous-même, vous y allez pour cette raison-là. Vous avez 2 heures devant vous. Moi ça m'a permis d'avancer à fond, et non seulement ça m'a permis d'avancer à fond ces jours-là, mais ça m'a aussi permis de lancer la machine et de garder une régularité et un élan qui se poursuivait tout le long de la semaine. C'est-à-dire que comme j'avais très très bien travaillé le dimanche matin, et ça me donnait envie de continuer le lundi et le mardi et le mercredi. Il y a des jours des fois qui sautaient, je pouvais pas forcément écrire dans la semaine, mais l'élan était lancé. Comme je dis souvent dans l'écriture, c'est que le mouvement appelle le mouvement, et c'est souvent quand on s'arrête, d'ailleurs je vais le dire après, mais il y a eu des moments, j'ai pas écrit non-stop tout du long pendant 2 ans, parce qu'en effet, l'écriture de ce premier jet m'a quand même pris 2 ans, mais ça n'a pas été 2 ans non-stop, puisqu'il a fallu que je m'arrête en plein milieu pour reprendre les corrections de versipéis, parce que j'ai essayé de jongler entre les deux, je me rendais bien compte que c'était pas possible. Je m'étais arrêtée, je crois que c'était en septembre 2020, je me suis arrêtée de travailler sur un oiseau de feu pour vraiment terminer versipéis pour les 3 derniers mois, de ne faire que ça et de ne pas mélanger en fait les projets, parce que en fait à travailler sur plusieurs projets on travaille pas assez bien en fait, pas assez vite, et je voulais mettre derrière Versipéis pour vraiment me concentrer sur l'oiseau de feu. Et il y a eu aussi un moment, j'ai dû avoir en fait un trou d'écriture quasiment 5 ou 6 mois où j'arrivais pas à écrire. À la fin du nano 2021, en novembre 2021 jusqu'au mois de juin 2022, parce qu'il y a quasiment 6 mois, grosse période de pages blanches, grosse période où j'arrivais pas à écrire, où justement j'essayais de retrouver un rythme. J'avais pas encore acheté ça aussi, ça fait que justement j'étais bloquée, je ne pouvais pas aller écrire
en dehors de chez moi j'arrivais pas à écrire, au boulot j'arrivais pas à écrire, donc c'était vraiment très compliqué. Ça a aussi correspondu à un autre changement que j'ai fait dans l'écriture de ce roman, c'est par rapport à ma planification et au chapitrage. Alors pour Versipellis, j'avais vraiment chapitré tout de A à Z, même s'il y a eu des changements pendant l'écriture. Pour celui-ci, je m'y suis prise vraiment différemment. Déjà, j'ai suivi une structure en 3 actes. Et alors ce que j'ai fait, c'est que même si j'avais un synopsis assez détaillé de tout ce qui se passait du début à la fin du roman, j'avais aussi une fin, je savais comment ça se terminait, ce qui est aussi différent par rapport à Versipellis, ce qui aide aussi beaucoup à savoir où est-ce qu'on va. Là, cette fois-ci, donc j'avais donc ces trois actes. Et ce que j'ai fait, c'est que au lieu de chapitrer, donc de savoir exactement quel chapitre, quel point de vue, comment les trucs s'articulent les uns avec les autres, du début jusqu'à la fin du roman, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait par partie. C'est-à-dire que j'ai chapitré tout l'acte 1. C'est-à-dire, voilà, le premier chapitre, c'est du point de vue de machin, il va se passer ça. Deuxième chapitre, point de vue de machin, il va se passer ça. Comme justement j'avais 2 personnages principales, donc mes deux personnages féminines, donc c'était une alternance de points de vue. Des fois il y avait un 3e point de vue qui se mettait entre les deux, qui permet justement de rythmer les choses, de rajouter des points de vue différents. Mais sinon globalement c'était comme ça, ce ping-pong entre les deux héroïnes qui se connaissaient pas encore et qui en fait au milieu du roman se rencontrent. Donc comme je vous disais, j'ai chapitré le premier acte et en fait une fois que j'ai terminé ce premier acte, je revenais en arrière et je revoyais tous les synopsis que j'avais écrits pour voir en fait s'il y avait des choses que j'avais changées. Parce que, en écrivant, il y a des personnages que j'avais pas du tout prévus qui se sont imposés, donc que j'ai dû un petit peu créer comme ça sur le fil. Donc il a fallu que je les rajoute, il a fallu que je fasse leur fiche perso, etc., leur propre synopsis. Il a fallu que je vois, ah merde, peut-être que le chapitre d'avant, il faudrait qu'il soit là. Bon, il était pas là parce qu'il était pas encore conçu. Donc voilà, c'est à ce moment-là que, en fait, vous voyez ce que vous avez écrit dans ce premier acte, que vous allez revoir votre synopsis, remettre les choses un petit peu d'équerre, de pouvoir aussi du coup voir comment, par exemple, l'insertion de ce nouveau personnage, comment vous allez pouvoir l'insérer par la suite, comment est-ce qu'il va agir aussi dans la suite en fait de votre roman. On fait une pause de, en général je faisais bien 2-3 semaines à chaque fois à la fin de chaque acte pour revoir les synopsis, de revoir le scénario et de préparer, de chapitrer l'acte suivant. Et pareil pour la suite. C'est aussi un moyen de faire une espèce de pause, de prendre un peu de recul au milieu 2 fois, au milieu de votre écriture pour voir, bon ok, je vais dans ce sens-là. Ce truc-là, je le sens pas, ça a l'air un petit peu bizarre. Ça va pas forcément dans le sens où j'avais préparé à la base. Comment est-ce que je peux faire justement, ou pour continuer, pour justement faire comment j'avais prévu, ou comment faire différemment. Et ça permet justement de faire des petits bilans en cours et du coup que les choses se développent de manière beaucoup plus organique par rapport à si vous aviez conçu tout depuis le début et que en fait vous vous rendez compte en écrivant que ça va pas. Et ça a été en fait à la fois quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant l'écriture et c'est aussi quelque chose qui, à la fin de l'acte 2, justement j'ai terminé l'acte 2 donc pendant le Nano 2021. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu ce gros break de 6 mois, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça, plus les difficultés de trouver un moment d'écriture dans mon organisation, ça a un petit peu allongé ce temps de page blanche, là, comme ça. Mais j'ai réussi justement à retrouver, avec l'aide aussi de mes writing buddies, ça aussi, ça a été vraiment un autre game changer, parce que je me suis aussi beaucoup entourée de personnes qui écrivaient en même temps, et notamment de Floriane Soulas, qui est une grande amie et une grande writing buddies qui m'a suivi tout au long justement de l'écriture de ce roman-ci et qui était toujours là de manière journalière on se tenait au courant de ce qu'on écrivait, de nos difficultés de concentration dans le travail, machin, et dès que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, en fait, je lui en parlais et souvent, des fois, en fait, c'est juste en lui en parlant, donc en exprimant ses doutes et ces choses qu'on garde dans la tête, et en fait, des fois, je trouvais la réponse toute seule juste en lui parlant, quoi. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvée dans l'écriture et je compte pas laisser tomber parce que on écrit tout seul, certes on est tout seul face à sa page ou face à Scrivener, voilà, mais je pense qu'on n'écrit jamais aussi bien que quand on est entouré. Dès qu'on a un doute, dès qu'on sent que ça va pas, des fois juste le fait de leur en parler, on trouve les clés, rien que de l'expliquer, on trouve la solution tout seul.
Et si on trouve pas la solution, bah eux ils ont souvent des pistes justement qui mènent à la solution. Et ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Donc voilà, c'est comme ça que je m'y suis prise pour l'écriture de ce premier jet. Je vais passer à la section des questions en fait que vous m'avez posées donc sur Instagram. Il y aura peut-être des redites par rapport à ce que j'ai dit avant. Ce sera peut-être le moment où j'essaie de tout synthétiser. La première question c'est de Xian Moriarty. Comment as-tu survécu? Et ben justement, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que j'avais une foi intégrale en ce projet et en ce plaisir que je prenais en fait à l'écrire. Et ça m'a vraiment permis de rester à bloc jusqu'à la fin et justement d'avoir le soutien de Xian notamment qui écrit aussi et de mes amis à qui j'en parlais, etc. De Florian, de Marie, de Cathy Cat et des autres écrivains qui me suivent de près ou de loin. Ça a été aussi quelque chose qui m'a vraiment énormément aidé. J'ai aussi des questions de Cathy Cut qui me demande est-ce qu'il y a des trucs obvious qui t'ont sauté aux yeux que tu avais mal fait la première fois. Le truc obvious, je pense que c'était la préparation de mes personnages. Je pense que c'est aussi le travail qui va me prendre pas mal de temps là en ce moment pour la planification de la suite de ma saga de fantasy. C'est que j'avais pas forcément conçu mes personnages en termes d'arc narratif, etc. Je savais qu'il leur arrivait des choses, mais j'avais pas forcément une vision très claire de leur évolution en tant que personnage. En tout cas, là, je pense que j'ai eu une approche beaucoup plus pensée et beaucoup plus réfléchie pour mes persos qu'elles allaient traverser par rapport à ce que j'avais fait sur Versipélis. Et c'est maintenant justement, je pense que je vais appliquer donc à la suite de Versipélis pour avoir justement des choses beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus structurées. Donc elle m'a aussi posé une deuxième question, je pense que j'ai déjà répondu. As-tu travaillé de la même façon pour t'organiser, outils, organes et coupage? Bon ça comme je vous l'ai dit, oui et non. Pour les outils j'utilise toujours Scrivener et Google Doc, mais j'ai rajouté Notion. Notion ça a été vraiment, comme je disais, quelque chose qui a changé ma vie et notamment en matière d'écriture. Pour l'oiseau de feu, j'ai surtout utilisé toutes les bases de données. J'ai rentré entièrement, je vous mettrai peut-être une image ici pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais toutes mes sessions d'écriture, je les ai rentrés là-dedans jour après jour, etc. Donc il y a une trace écrite de combien de temps j'ai passé par jour, combien de mots j'ai écrit et combien de signes, etc. Enfin, j'ai mon avancée vraiment jour après jour là-dedans. Alors ce qui a aussi été un game changer, décidément, c'est vraiment le mot de cette vidéo, ça a été ma préparation justement dans le chapitrage. C'est que cette fois-ci, j'ai fait des fiches de scène, ce que je ne faisais jamais vraiment avant. C'est-à-dire, voilà, avoir à l'écrit une vision claire et précise de ce qui va se passer dans la scène, avec le début, la fin, etc. Je me suis servi des templates de A.B. Emmons que j'ai un petit peu retravaillé à ma sauce. Voilà, j'avais complètement donc cette structure et je faisais... Donc c'est ce que je faisais justement quand je faisais mes chapitrages, donc acte par acte. Je préparais donc chacune des scènes, qu'est-ce qui se passe au début, quelles sont les conséquences, comment ça fait évoluer chaque personnage, qu'est-ce qui change psychologiquement chez eux, ces péripéties. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que je pense que je vais garder, peut-être pas sous cette manière très rigide, mais en tout cas je vais garder, ça c'est sûr, une version de ces, peut-être plus allégée, de ces cartes de scène. Donc une autre question de Cathy Cut, as-tu bossé la mise au propre plus rapidement ou as-tu consacré plus de temps à la structure? En fait, et totalement, j'ai consacré moins de temps à la structure puisque ça a été plus efficace. Comme je vous disais, j'ai mis 3 mois entre le moment où j'ai commencé à travailler sur le brainstorming, les personnages, etc. et le moment où j'étais prête à commencer à écrire. 3 mois, c'est rien du tout. Je trouve pour... c'est plus que correct, je trouve, pour avoir un truc qui se tient et vous avez toutes les bases pour commencer à travailler. Donc je pense que oui, ça a vraiment aidé. Tout ce que je vous ai dit sur la méthode Flocon, sur la méthode de Cécile Duquesne, etc. Tout a été beaucoup plus structuré en amont et ce qui m'a permis de rentrer dans l'écriture du premier jet beaucoup plus vite. Alors, c'est même pas une question de morgouille, on veut de la pub pour les chocolats d'Edouard. Oui, donc le petit salon de thé dont je vous parlais, c'est les chocolats d'Edouard à Florentville en Belgique, qui fait des trucs du feu de Dieu. On y mange très bien, on y boit très bien, ils sont très sympas. Je compte bien y retourner d'ailleurs, ça me manque beaucoup, ça fait... j'y suis allée la semaine dernière, mais là j'y suis pas parce que je suis en train de filmer cette vidéo. Mais ça a été vraiment quelque chose de super important. Et si vous avez l'occasion justement de sortir de chez vous pour trouver une autre façon ça peut remettre une pièce dans la machine, une autre façon de travailler, etc., de retrouver un peu un élan comme ça créatif. Moi, ça a changé les choses, clairement.
Alors, autre question de Morgouille, ton style a-t-il évolué en cours d'écriture? En cours d'écriture de celui-ci, je sais pas, je pense que je verrai ça à la relecture, parce que je me rends pas compte là pour l'instant. Je pense que ce que j'ai essayé de faire dans celui-ci, c'est d'essayer d'être beaucoup plus dans les émotions des personnages, et je pense que ça va être aussi intéressant de savoir doser, parce que j'aimerais ne pas que ce soit too much, quoi. Je saurais pas le dire à ce moment T précis là maintenant, de voir à la relecture s'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop redondantes. En tout cas, je fais attention à essayer de faire plus des affirmations que des trucs un peu mollassons, dans le genre commencer à tenter de machin, etc. De faire, sauf si c'est vraiment nécessaire, mais voilà. J'essaie d'être plus efficace dans mon écriture, en tout cas de manière consciente. Alors, autre question de Morgouille, est-ce que tu as toujours suivi ton plan initial? Alors, globalement, oui. Même si, à la fin de l'écriture de ce premier jet, je me suis rendu compte qu'il y a des arcs, notamment de mon deuxième personnage principal, qui est assez bancal. Et je pense qu'il va falloir que je revienne dessus au moment de la réécriture, parce que là où je voulais aller, ça marche pas. Tout simplement. Donc, ça marche pas assez bien, et je pense que je me suis un petit peu perdue avec elle, et que j'ai voulu l'emmener dans des endroits qui, peut-être, sont pas forcément utiles pour ce personnage. Donc ça, je pense que ça va changer, donc va y avoir sans doute des chapitres qui vont sauter, ça arrive. Et alors ici peut-être, qu'est-ce qui a changé aussi par rapport à l'écriture, ce que j'avais prévu en tout cas. À la base, quand j'avais commencé ce roman, j'avais prévu d'écrire 100 000 mots. Je voulais un roman de taille, enfin petit pour moi quoi, 100 000 mots, bah, c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé. Et en écrivant, je voyais cette barre se rapprocher tellement vite, et que j'ai dépassé, je fais merde. Et j'ai fini avec un premier jet à 163 000 mots, je crois. Donc c'est trop, clairement. Un roman fait ce qu'il doit faire, et puis voilà, point. Mais je vais faire de mon mieux, en tout cas pour le réduire. Si j'arrive à 130 000, ce serait bien. Mais voilà, je pense qu'il y aura des changements, justement, par rapport au plan. Sinon, globalement, le plan que j'avais prévu, le plan très très global, ça va, je l'ai respecté. Comme je vous disais, il y a des personnages qui se sont rajoutés. Il y a plein de choses, voilà, qui sont quand même restées sur les rails, et d'autres qui ont un petit peu bougé. Ton texte maintenant terminé est-il comme tu l'avais pensé avant de l'écrire? Me demande encore Morgouille. Globalement oui, je pense, puisque j'avais une vision très claire de ce que je voulais, et je pense que je suis plus ou moins parvenue à le faire, en tout cas ce que j'avais en tête. Elle me demande encore, tu vas l'envoyer à des maisons d'édition? Alors comme je vous le disais au début, oui, parce que je pense que voilà, ce que je voulais faire, c'était un premier roman qui soit plus facile à placer qu'une tétralogie de fantasy, dont je n'ai écrit que le premier tome. Voilà. Donc celui-ci pourra, je pense, en plus plaire à peut-être plus de monde, parce qu'il est rythmé, parce que c'est un roman d'aventure avec deux jeunes femmes, parce que c'est un roman que j'ai aimé faire, et que je pense qu'il peut beaucoup plus facilement se placer et plaire, tout simplement. Donc oui, c'est ce que je vais faire. Je me sens pas de faire de l'auto-publication, parce que j'ai pas le temps, et j'ai envie de tester cette voie-là. Peut-être que sans doute je serais payée des copilettes pour 2 ans, voire plus de travail. Mais c'est voilà, quelque chose que j'ai envie de tenter, et puis on verra peut-être par la suite si un jour on tentera pas pourquoi pas de l'autopublication, mais pour l'instant non, j'ai envie de vouer celui-ci à de la publication normale, traditionnelle. Donc, est-ce que tu es satisfaite de cet énorme travail accompli que tu réalises petit à petit? Me demande encore Morgouille. Oui, alors j'ai vraiment eu du mal sur la fin, quand j'ai terminé. Alors, pour être honnête, quand j'ai mis le point final à mon roman, j'étais vraiment pas satisfaite de la fin de l'épilogue. Je pense qu'il sera changé, bon ça c'est des choses qui arrivent. Mais j'étais extrêmement contente de moi, d'avoir terminé. Je le laisse reposer là pendant 1 mois avant de reprendre pour la relecture, etc. Mais j'ai pas pu m'empêcher quand même d'apprécier pendant 1 semaine, et puis me dire ah bon, maintenant tout ce temps que tu as, qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'ai recommencé à travailler sur Versipellis, et ça me fait un bien fou d'ailleurs de remettre tout ça à plat. Donc ouais, je suis satisfaite parce que justement ça m'a prouvé que je pouvais déjà faire autre chose que Versipellis, que je pouvais faire un roman beaucoup plus rapidement, même si j'avoue j'ai ce secret espoir un jour de réussir à faire un premier jet en moins d'1 an, ce serait bien, même en 6 mois ce serait génial. Mais voilà, oui, je suis plutôt contente, et je pense que c'était une bonne expérience. Il y a Lilou2316 qui me demande d'où te viennent tes idées et comment tu gères quand tu n'arrives pas à avancer le livre. Alors d'où me viennent mes idées? D'ici et là. Celui-ci par exemple, il y a eu un petit peu de jeux vidéo, un petit peu de mes passions pour l'Orient Express, pour des films que j'aime bien, enfin pour des ambiances que j'aime bien, pour des types de personnages que j'aime bien.
Donc voilà, en fait il y a des idées de plusieurs trucs différents et que j'essaie d'agglomérer au même endroit. Il n'y a pas qu'une seule idée, il y a vraiment plusieurs je fais un boulette tout ça. Et comment je gère quand je n'arrive pas à avancer le livre? Ah bah ça justement, je râle beaucoup et ça m'énerve, ça me frustre et ça me culpabilise parce que je me dis putain pendant ce temps-là tu pourrais avancer ton livre, j'ai perdu 6 mois à tourner autour du truc, à écrire 50 mots par-ci, 60 mots par-là, c'est chiant quoi. Comment je fais? Bah écoute, si je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, bah j'essaie de relire le synopsis, j'essaie de relire le chapitre d'avant, j'essaie de me remettre dedans. Le plus dur en fait, c'est quand on s'est arrêté, c'est extrêmement difficile de reprendre. Quand vous reprenez une voiture dont le moteur est froid, quoi, bah ça va prendre du temps à la réchauffer. Votre écriture, c'est exactement pareil. J'essaie de lire à ce moment-là. J'essaie de me concentrer sur... j'essaie d'aller dans Pinterest pour alimenter mon imaginaire visuel. J'essaie mais toujours de rester dans l'univers du roman, d'essayer de penser aux personnages, d'essayer de réfléchir à comment améliorer ceci. Et je gère aussi ça en discutant avec mes copains et copinettes d'écriture. C'est souvent ça qui va débloquer les situations. Ensuite, il y a Sunihime qui me demande la structure du roman car les idées fusent et on se retrouve parfois dans un rouage infernal. Bah en fait ça va, je pense que en tout cas pour celui-là les idées j'ai réussi à les structurer, à pas partir dans tous les sens, mais il y a des choses que j'ai abandonnées, surtout au tout début quand j'ai brainstormé pour savoir sur quoi je voulais travailler. C'est là qu'il y avait vraiment des idées qui fusaient dans tous les sens, mais ça peut rester des embryons d'idées que je pourrais développer dans d'autres romans plus tard. La structure, je pense que surtout quand on débute, peut-être rester sur des structures simples, des trucs en 3 actes, l'histoire, en 7 actes aussi par exemple, où il y a des choses, peut-être ça fait des recettes prédéfinies, mais je veux dire ce sont des structures qui marchent bien, et quand on commence à mettre la main dans la pâte, c'est pas mal de suivre comme ça un truc assez balisé pour que vous sachiez où vous allez quoi. Même si peut-être ce sera pas l'histoire la plus originale du monde, mais en fait faut arrêter avec faire absolument une histoire originale qui ressemble à rien d'autre parce que ce sera jamais le cas, mais faire une histoire qui vous ressemble, qui vous parle à vous, c'est plutôt ça qu'il faut viser plutôt qu'une histoire originale. Donc prendre une structure assez simple et sûre quoi, ça peut être une bonne idée. Quelle a été la plus grosse différence entre le livre 1 et 2 me demanderait Annalise? Je pense que ça a été le temps que j'ai pris, comme je disais, puisque pour Versipélis, ça a duré de 2012 à 2020. Donc j'ai mis 8 ans à écrire et à finir le roman. Et là, en fait, rien que, comme je vous disais, avoir réussi à être en mesure d'écrire le premier en 3 mois, donc j'avais trouvé ça fabuleux. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup plus de régularité dans celui-ci, de choses que j'arrivais à maîtriser, que j'arrivais à incorporer l'écriture plus régulièrement dans mon emploi du temps. Et je pense que ça a bien changé les choses et j'avais aussi une vision beaucoup plus claire de comment je vois l'écriture, comment je travaille, comment je fonctionne par rapport au premier tome. Au premier roman, et ça a tout changé. Et Ibeania, ta préparation, ta méthode d'écriture, j'en parlais tout au début de cette vidéo, donc je t'invite à peut-être revoir le début de cette vidéo. Ce que j'ai changé aussi au niveau de l'écriture, c'est peut-être de moins me baser sur les chiffres, dire il faut que j'écrive tant de mots par jour. Je voulais pas en fait écrire 1500 mots par jour parce que en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible, notamment quand j'ai commencé à travailler par petites sessions. J'ai essayé d'écrire, mon objectif c'était 500 mots par jour. C'est beaucoup plus facile à placer que 1500, 2000, 3000 mots par jour, surtout quand on a un temps limité. Et ça permet, peut-être on avance beaucoup plus lentement, mais on avance quand même et on arrive jusqu'au bout. J'avoue que j'ai toujours cet espoir d'écrire un petit peu plus, même si en fait dans les faits, même si je devais écrire 500 mots, globalement j'arrivais toujours à les dépasser. J'étais plus dans les 600, 700, 800 mots que dans les 500. Mais du coup, écrire 500 mots, c'était vraiment le minimum pour écrire et je trouve que ça m'allait bien. Je pense que pour la suite, ce qui sera aussi très important pour moi, c'est d'essayer justement d'arrêter de compter en mots, mais de compter en signes. Parce que je pense que ça sera beaucoup plus facile justement, surtout si on commence à faire peut-être de l'édition traditionnelle, de réussir à compter en signes pour avoir en fait les mêmes points de mesure que les éditeurs en fait. Donc par exemple 500 mots, je sais que globalement ça doit correspondre à peu près 3000 signes. Donc je pense que pour la prochaine fois quand j'écrirai notamment le tome 2 de Versipélis, j'essaierai de compter en signes plutôt qu'en mots. Voilà, c'est tout pour cette très longue vidéo. Je suis désolée, je pensais que ça allait durer moins longtemps, mais bon, vous savez, quand on tchatche,
ça prend beaucoup plus de temps, surtout quand on est rouillé comme moi là. Bah écoutez, je vous invite à me laisser des commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos, donc que je reprenne des vidéos sur l'écriture. Si vous avez des questions justement sur comment utiliser Notion pour l'écriture, ça peut être utile. Donc si vous voulez aussi des nouvelles vidéos sur Scrivener, et je pense aussi sur Ion Timeline, parce que donc il y a une nouvelle version, et de Scrivener d'ailleurs, et de Ion Timeline qui sont sortis depuis que j'ai sorti les autres vidéos. Je vous invite quand même à aller les voir parce que les principes restent les mêmes. Mais la nouvelle version notamment d'Ion Timeline est complètement différente et j'ai besoin de la reprendre en main pour voir comment je pourrais éventuellement vous parler un petit peu de ce logiciel et comment ça pourrait être intéressant à utiliser. Donc voilà, si vous avez des questions sur la suite, sur cette vidéo, sur l'écriture en général, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce en l'air, ça aide l'algorithme et YouTube à faire un petit peu connaître mon travail et cette chaîne, donc n'hésitez pas, ça coûte rien, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine quand vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes séances d'écriture et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!